Comment faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, guerre intestine au Parti libéral du Québec. Le député Beauchemin et 3 de ses employés visés par une plainte de harcèlement psychologique. Les esprits s'échauffent au Salon Bleu après une déclaration du député de Québec solidaire Sol Zanetti avec une balloune. Crise des opioïdes, Québec va être compensé par les fabricants et un homme condamné à 9 ans de prison pour avoir voulu tuer la reine d'Angleterre avec une arbalète. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle apprise par nos collègues du bureau parlementaire de Québécois. Il y a à peine une heure, Mario, de la bisbille supplémentaire qui vient se rajouter dans les problèmes qui sont déjà à l'interne du Parti libéral du Québec. Et qui vise le seul candidat qui semble avoir un intérêt pour la chefferie en plus. Oui, le seul déclaré pour l'instant, Frédéric Beauchemin, député qui se retrouve, lui, visé par une plainte de harcèlement psychologique ainsi que 3 de ses employés politiques, là. On parle de 3 employés, William Desmarais, William Barry et Lina Younes, qui, eux, font partie là, de l'exécutif des jeunes libéraux, là, donc de la commission jeunesse du Parti libéral. C'est comme si tout son bureau de comté, c'est des jeunes de la commission jeunesse. Oui, c'est un peu bizarre parce que la plaignante dans cette histoire-là serait la présidente même du Conseil des jeunes libéraux, Madame Élise Moisan, qui a acheminé une plainte là, qui est datée du 2 octobre, donc à la web de l'opposition officielle Philomena Roti-Roti. Et c'est en vertu de la politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail de l'Assemblée nationale qu'elle dépose tout ça. Plainte envoyée aussi à la commission juridique du Parti libéral du Québec, qui vient bien sûr dans leur code d'éthique dans le parti. Et ce qu'elle reproche, entre autres, elle dit s'être sentie harcelée, intimidée, menacée, notamment après une rencontre qu'elle a eue avec les 3 employés du bureau, donc de M. Beauchemin, qui est député de Marguerite Bourgeois. Elle dit qu'à plusieurs reprises, elle a senti qu'il y avait du harcèlement psychologique envers sa personne. Elle a dit aussi que Frédéric Beauchemin lui-même, le député, était comme conscient de la situation, mais qu'il n'aurait fait aucun geste pour rectifier le comportement et donc aurait créé un environnement de travail qu'elle qualifie là, donc de propice au harcèlement psychologique. Lui qui est également le parrain, si on veut, de la commission jeunesse. Là. C'est lui qui fait la liaison entre le parti et la jeunesse. Je vais te dire, il y a un conflit. Lui, il dit être victime d'un conflit à l'intérieur des jeunes libéraux, voilà. Et que lui, ça le concerne pas. Je suis prêt à prendre sa parole. Est-ce qu'il a rien fait? Est-ce qu'il y a vraiment eu du harcèlement? Est-ce qu'il y a une chicane? Il y a comme un bout, là, je peux pas trancher. Puis je peux comprendre qu'il soit victime. Ce que je trouve vraiment curieux, c'est que il est député parrain de la commission jeunesse, mais son bureau de comté, c'est 3 membres de la commission jeunesse. En dehors de leurs heures de travail, ils peuvent faire le militantisme qu'ils veulent. Mais avouons que ça fait un peu étonnant là, que dans ton bureau de comté, tes 3 employés qui sont censés donner du service au comté, c'est 3 membres de l'exécutif des jeunes libéraux du Québec. Oui. Oui, c'est une situation unique. Là. Oui, situation en fait, moi, à mon spéciale. époque, quand j'étais dans les jeunes libéraux, mon souvenir, c'est qu'on ne prenait pas sur l'exécutif. Et là, j'essaie de repenser à des cas. On ne prenait pas sur l'exécutif des gens qui travaillaient dans les cabinets politiques à l'année. Là, un employé de cabinet, un employé, mettons, de bureau de comté, peut-être qu'il y en a des fois l'été à temps partiel, qui avait mais là, tu as des employés à temps plein de bureau de comté qui deviennent des membres de l'exécutif. En tout cas, c'est une situation qui est assez unique, merci. Là. Ça veut dire qu'ils passent la journée avec le matériel de l'Assemblée nationale, c'est le matériel du bureau de comté. Oui, et là, les 5 membres de l'exécutif des jeunes du Parti libéral du Québec, eux, ont signé une déclaration aujourd'hui, envoyée à notre bureau parlementaire. Eux remettent en question le leadership de la nouvelle présidente qui a porté la plainte. Eux disent que c'est elle qui instaure un climat de travail toxique depuis qu'elle est élue, là, il y a à peine 1 mois maintenant. Donc, tu sais, tout le monde se relance la balle un peu dans tout ça. Comme tu as dit, M. Beauchemin, lui, sa déclaration, c'est qu'il est victime d'une espèce de guerre intestine chez les jeunes libéraux puis que lui ne s'en mêle pas en ce moment. Mais c'est sûr que ça vient, encore une fois, ternir un peu l'image, comme tu le disais, de la seule personne à date qui se déclare intéressée par la chefferie du Parti libéral du Québec. Et là, ce qu'on dit dans la plainte aussi, c'est comme la présidence de la commission jeunesse siège sur l'exécutif du Parti libéral du Québec, mais fait partie des personnes qui vont décider comment vont se dérouler les règles de la campagne au leadership, là, qui vont déterminer les règles du jeu. Dans le fond, Mme Moisan... Elle pourrait vouloir mettre une règle disant qu'une personne qui a été
Une personne qui a été visée par des plaintes de harcèlement peut pas se présenter. Ouais, ben ce qu'elle dit dans sa plainte, c'est qu'il y a des démarches, des pressions qui sont mises sur elle dans le cadre de ses fonctions qu'elle exerce dans le parti, justement pour favoriser l'éventuelle candidature de M. Beauchemin. C'est ce que Mme Moisan dit dans sa plainte qui est acheminée. Donc, qui dit vrai, comme tu le dis, c'est vraiment difficile à déterminer. Puis ça pourrait avoir des impacts quand même Là, concrets. C'est sûr que dans un parti, des fois, tu as le goût de leur dire, quand vous êtes peu nombreux comme ça, avec les difficultés que vous avez, chicanez-vous pas sur la place publique en plus. Toujours à l'Assemblée nationale à Québec. Ça a brassé aujourd'hui, Mario. C'est assez rare du côté du Salon Bleu qu'on est obligé de faire une pause pour que tout le monde se calme les nerfs. Mais c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Tout ça pendant la période de questions, alors que le député de Québec solidaire de Jean Lesage, le Sol Zanetti, a fait ce qu'on peut appeler un coup d'éclat. Hein. C'est pas la première fois au Salon Bleu, tu le sais mieux que moi, Mario, où il y a des déclarations qui sont faites. On utilise un support visuel, des objets, des figures de style, des fois qui frôlent la ligne, là, on joue mais sur des la objets, ça a toujours été formellement interdit. Des tableaux, il y a eu un changement au règlement depuis une couple d'années que dans certaines circonstances, tu fais pas de superage, tu fais juste montrer, mettons, une courbe à la hausse, à la baisse. C'est maintenant autorisé. Mais là, l'objet en question qui était utilisé par Sol Zanetti, ben c'est un ballon, parce que lui a demandé au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, si le gouvernement en ce moment actuellement se dégonflait face à ses ambitions nationalistes, là, notamment au sujet d'un siège qui est vacant, qui représente le Québec au sein du CRTC au fédéral. Et là, en parlant du dégonflement, ben, a voulu en faire une image, a gonflé une balloune, puis il l'a laissé partir comme ça. Il a en bien se dégonflant. réussi quand même sa ballonne. Elle est partie en plein dans la bonne direction. Il y a eu son effet visuel recherché. Exact. Elle est partie s'écraser un peu plus loin. Mais là, ça a déclenché tout un tollé. Mathieu Lacombe, lui, a répondu que Sol Zanetti devrait s'inscrire en théâtre. Le leader du gouvernement, Simon-Jean Barrette, lui a exigé des excuses du côté du député Sol Zanetti. Bref, ça a bardé pas mal aujourd'hui. Mais moi, autant j'aime bien le député Sol Zanetti, généralement bien documenté à son affaire, mais aujourd'hui, il a fait des pitreries. Là. Excuse-moi, il a fait des pitreries. Puis ça peut pas passer. Le président, à mon avis, a été très faible, le président de l'Assemblée nationale. En fait, parce que la France Benjamin. C'est que la présidente n'était pas là. Elle est absente cette semaine. Donc, ce sont les vice-présidents qui se relaient sur le siège de la présidence. Et donc, c'est le troisième en ce moment. C'est le troisième vice-président, M. Benjamin, mais il a semblé vraiment dépassé par les événements. N'a pas eu tout de suite, au premier moment, le réflexe de suspendre les travaux pour aller consulter, parce que lui, il a des conseillers en affaires parlementaires à la table devant lui, et il a le droit, à tout moment, de dire, moi, je suspends les travaux, je vais aller consulter. Parce qu'il y a beaucoup de règles à l'Assemblée nationale. Oui, puis le président peut pas connaître tous les précédents. Eux passent leur vie dans la procédure parlementaire, la décision du président, moi, je sais pas, Jean-Pierre Charbonneau en 2004, ou tu sais, ils savent tous les précédents, les décisions. Donc, j'ai trouvé que c'était faiblement présidé parce que, je veux dire, ça n'a pas de fin, là. S'il est possible d'utiliser des objets, je veux dire, la semaine prochaine, il y en a un qui va dire que là, telle affaire fait du bruit, il va souffler dans une trompette. La semaine d'après, il y en a un qui va faire un pet de dessus de bras. L'autre semaine, non, mais c'est vrai, l'autre semaine, un va dire, faut se réjouir de quelque chose, avoir un chapeau de fête sur la tête puis un sifflet. Ça, tu comprends? C'est que tu peux pas... Tout le monde veut passer aux nouvelles, faire un coup d'éclat. Si tu te mets à dire que tu peux utiliser des objets, tu comprends? Tu vas finir avec un qui va avoir une poupée gonflable. Oui, on peut perdre le contrôle rapidement. Ben oui, et puis ça va être des pitreries, puis ça va transformer ton Parlement en cirque. Donc moi, j'ai trouvé aujourd'hui que le député Zanetti devait être rappelé à l'ordre, averti sérieusement, quasiment expulsé, là, ou en tout cas menacé d'être expulsé s'il s'excusait pas, puis... Et j'ai trouvé que ça avait été présidé d'une façon bien faible. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a déposé un nouveau projet de loi pour forcer les fabricants d'opioïdes à venir payer pour les coûts qui sont engendrés par la crise de ces médicaments-là sur le système de santé. On le sait en Amérique du Nord particulièrement, mais un peu partout dans le monde, depuis quelques décennies, la production d'opioïdes a fini par créer ce qu'on appelle la crise des opioïdes, des médicaments qui sont extrêmement addictifs puis qui ont été vendus pendant des années sans avoir des avertissements qui reflétaient l'ampleur de
l'addiction que ça pouvait causer. Et là, ce qu'on veut avec ce projet de loi-là, c'est permettre à Québec d'aller rejoindre l'action collective qui est entamée par la Colombie-Britannique contre une quarantaine de fabricants puis qui ont distribué des opioïdes depuis donc ces décennies-là. Il y a le célèbre fabricant américain Purdue, entre autres, qui est visé par cette action collective-là, mais d'autres sociétés qui sont quand même bien connues au Québec, là. Jean Coutu, l'Oblast également, qui seraient visés par cette action collective-là. Parce que l'Oblast, c'est Pharmaprix. Exactement. Maintenant. Donc, pour aller se rejoindre cette action collective-là, mais il faut modifier avec un projet de loi, entre autres, là, l'admissibilité de la preuve en cours. Parce qu'on doit faire, dans ce cas-ci, pas une démonstration là, exhaustive, recensée de tous les cas, par exemple. Parce que ce serait extrêmement complexe là, d'aller compter chaque cas, combien ça a coûté au système de santé québécois. Ce qu'on veut faire à la place, mais c'est de faire une démonstration scientifique de l'impact général de la crise. Donc, comment ça a impacté le système de santé, comment ça a impacté la société. C'est 23 morts par jour au Canada. Là, on comprend que c'est une vraie crise. La différence, parce que le parallèle qui est beaucoup fait, ce sont les cigarettiers, qui ont déjà été poursuivis par les gouvernements. D'une manière similaire. Oui, avoir mis sur le marché, les fabricants avaient mis sur le marché des produits qui créent une dépendance. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est que la cigarette n'a pas de but. Là. Le but, c'est de fumer. Bon, t'aimes ça fumer, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas personne dans le système de santé qui a besoin de cigarettes. Or, les opioïdes, c'est d'abord des antidouleurs. C'est devenu une drogue, il y en a qui sont volés... Mais c'est d'abord des antidouleurs pour des gens qui sont soit dans des maladies très graves, maladies très douloureuses ou des accidentés. Ouais, qui se remettent d'une opération. Des premiers jours après un accident. Donc, des gens qui vivent ce qu'on appelle les douleurs les plus extrêmes, bien, on commence avec les antidouleurs les plus extrêmes. Même en sachant les dangers de créer une dépendance, on en donne le moins longtemps possible. C'est quand c'est bien administré. Mais là, malheureusement, c'est rentré sur le marché. Et là, les morts, je sais que c'est complexe pour des gens, mais souvent, les gens qui en décèdent ne savent même pas qu'ils en prennent. C'est que, mettons, le fentanyl, ça coûte pas bien cher. Par rapport à sa puissance, là, ça coûte pas bien cher. Donc, ça t'en prend gros comme la tête d'une épingle. Pas tellement que c'est puissant. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui vont couper des drogues avec ça. Donc, les gens vont trouver que ça coûte pas trop cher. Tu vas avoir une drogue vraiment puissante pour pas trop cher. Mais si les quantités sont juste pas exactement la bonne, ou si tu sais pas qu'il y en a dedans, tu meurs. Ben, tu meurs. Tu deviens tellement détendu là, que t'as plus le réflexe de respirer, puis tu meurs. Oui, c'est absolument incroyable ce que ça peut faire. Mais tu meurs 23 par jour au Canada. Présentement, 23 tous les jours. Oui, absolument. Puis donc, à cause de tout ce que ça coûte, entre autres, au système de santé, aux soins d'urgence, en soutien psychologique, on en passe, là, la crise des opioïdes, ben, c'est ce qu'on veut faire du côté de l'action collective partie en Colombie-Britannique, c'est de faire assumer une partie de ce coût-là aux fabricants puis aux distributeurs d'opioïdes là, en premier lieu. Et ça pourrait, Mario, être des milliards de dollars, là, cette poursuite-là. Là. C'est beaucoup d'argent. On s'en va pas chercher quelques dizaines de milliers de dollars. Là. C'est pas la petite créance qu'on va chercher. Là. Mais je pense que le Québec avait pas le choix. Tu sais, je fais la contrepartie, mais je pense que ces compagnies pharmaceutiques-là, d'abord, ont été condamnées aux États-Unis. Hein, on a démontré aux États-Unis qu'ils avaient poussé le produit exagérément. Et donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Qu'on aille faire le cas, puis ce sera aux tribunaux de trancher, puis c'est très bien comme ça. On avait déjà vu l'ambassade russe au Canada se réjouir de cet imbroglio gaffe qu'on a fait. Je cherche le bon terme, Mario, pour qualifier cette bourde, on va le dire comme ça, qui s'est passée à la Chambre des communes. Ovation à un ancien soldat d'une unité SS de la Deuxième Guerre mondiale et qui a coûté la tête à la présidence de la Chambre des communes d'Anthony Rota. Et c'était une question de temps avant que le président russe, Vladimir Poutine, lui-même... Il avait toujours pas commenté lui-même. Là. Il avait toujours pas commenté lui-même. Et habituellement... C'est porte-parole, oui. Oui, ses porte-paroles s'en sont donnés à cœur joie. On a déjà décrit ici en ondes ensemble, Mario, à quel point ça allait pouvoir être dommageable, disons, pour l'effort de guerre ukrainien, ainsi que pour la lutte à la désinformation de manière générale. Là. Les Russes qui s'appuient même sur une prétendue nazification de l'Ukraine pour tenter leur invasion. Et là, c'est dans le cadre d'un sommet international qui se tenait en Russie, justement, le Forum international de Valdai, que M. Poutine a décidé de commenter tout ça, puis il n'est pas allé de main morte, a parlé là, d'Anthony Rota, le président du Parlement canadien, comme un idiot. C'est vraiment le terme dont il l'a qualifié. Il a dit, si c'est pas qu'Hitler et ses criminels ont combattu la Russie pendant la guerre, c'est un idiot, faisant évidemment référence au fait que M. Rota a présenté M. Unka, donc cet homme qui aurait appartenu à une unité nazie, comme un Ukrainien ayant combattu la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui semblait au départ un lapsus, mais qui finalement
est extrêmement vrai dans tous les cas. Et là, a continué à en rajouter, a dit que c'était absolument dégoûtant, qu'on applaudit un nazi au Canada, a ramené le fait que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a lui-même applaudi M. Unka et a dit, regardez, là, le président de l'Ukraine s'est levé, a applaudi un nazi qui a assassiné des Juifs, n'est-ce pas un signe de la nazification de l'Ukraine? En parlant de M. Zelensky, qui est lui-même d'origine juive, oserais-je le rappeler. C'est sûr que quand le président russe comme ça ramène ça dans l'actualité, Mario, ça continue à étirer une crise. Le Canada là. A l'air fou encore une fois, c'est juste ça. Le Canada a l'air fou, un coup de plus. Oui, disons que c'est des très mauvaises semaines là, pour l'apparence du Canada sur la scène internationale ces temps-ci. Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'on a toujours affaire avec la pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans le milieu de la santé, on apprend que du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le CIS donc de la Montérégie-Ouest, que évidemment, des graves problèmes de pénurie de personnel, mais aussi que l'incompétence de certains employés d'agences privées en ce moment génère ni plus ni moins que des centaines de plaintes dans notre réseau de la santé. On le sait, on a besoin d'avoir recours à ces agences privées là, qui vont venir placer, entre autres, des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires aussi à fort prix, faut-il le rappeler, pour venir pallier divers trous dans le système et dans le réseau de la santé. Et là, ce qu'on dit là, pour plusieurs plaintes et témoignages anonymes qui ont été faits aux médias, parce que des membres de travailleurs de la santé n'ont pas le droit de se plaindre directement comme ça à visage découvert. Mais on parle d'employés là, qui viennent, qui prennent 2-3 heures de pause puis qui reviennent jamais, finalement. Des gens qui dorment dans leur corps de travail, des protocoles médicaux qui sont pas respectés puis qui mènent des patients à risque, des refus de faire certaines tâches, toutes sortes de plaintes. Là. On parle, par exemple, à l'hôpital de Châteauguay, pas moins de 55 plaintes. Salaberry de Valleyfield, 42 plaintes. Là. C'est 303 plaintes d'employés ou de gestionnaires du CIS là, qui ont été enregistrées contre des employés d'agence précisément, en tout et partout. C'est peut-être un aspect, si on veut, là, de toutes les problématiques qu'on a dans le réseau de la santé. Peut-être un aspect qu'on n'avait pas vu encore, Mario. Mais je nuance une affaire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut encadrer. Là, il y a beaucoup trop de recours aux agences. Par contre, là, je pense aussi que ça reflète... Oui, il y a probablement du personnel d'agence qui n'a pas toutes les qualifications ou qui ne fait pas le meilleur travail. Mais je pense aussi qu'il y a une tension. C'est que les gens, comme les gens du réseau, les syndiqués, aiment pas le monde des agences... dès qu'ils font une petite passe-croche, c'est noté. Alors qu'un syndiqué ferait la même erreur, puis je dis pas qu'il y en a qui dorment sa job, ça c'est un cas extrême, là, mais mettons des petites fautes. J'ai l'impression qu'un syndiqué fait ça, puis il se passe juste rien. Là. On va dire, c'est pas bien fait de son travail. Puis c'est alors que dans le cas des gens d'agence, tout est noté. Je parlais ce matin avec le porte-parole de l'association des agences qui disait, là, vous voyez, lui, il prend ça à l'inverse. Là, vous voyez la pression qu'on a. De la minute qu'une personne d'agence fait une coche mal taillée, tout de suite elle est exclue. Elle n'a plus le droit d'aller travailler. Là, on la met sur la liste noire. Là, ils sont 54, 56, 56, je pense. 56 employés d'agence bannis à vie. Ouais. Alors, lui disait, vous voyez comment la pression est grande sur les employés qui viennent des agences, qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui n'ont pas de garantie de rien, contrairement aux autres. Donc, lui reprenait ça à l'inverse. Mais je pense que la vérité, c'est que il y a une tension, puis qu'on est rapide à peser sur la gâchette sur les gens d'agence. Par contre, dans la défense des agences, il y a quelque chose qui tient pas non plus. Parce que le monsieur Lapointe, qui défend les agences, dit, mais là, c'est 56 cas, 303 plaintes, 56 cas, mais c'est sur 1 million d'heures, puis des gens là, qui travaillent dans les établissements la semaine longue. Et là, il finit par te dire, il y a des gens qui travaillent comme à temps plein, toujours dans le même, mettons, à Anna-Laberge, à Châteauguay. Ils travaillent toujours là, toujours le même cadre de travail. Ils disent, OK, fait que ils sont comme des permanents. T'sais, ils sont pas des remplaçants. Là, ils travaillent toujours au même poste, toujours dans le même hôpital. Mais ils sont payés beaucoup plus cher. Lui, il dit qu'ils sont pas payés tant que ça plus cher. En tout cas, ils sont payés plus cher, mais là, c'est toujours la même défense des agences. Ils vont dire, mais là, si tu comptes tout, si tu comptes, ils ont plus de fonds de pension, ils ont plus tous les avantages du secteur public. C'est que tu leur verses tout en salaire. Mm-hmm. Ça devient leur responsabilité s'ils veulent en mettre dans leur REER, alors que l'employé du secteur public, mais tu payes le fonds de pension. À un moment donné, on le sait plus. Mais ce que je sais, c'est que c'est malsain. C'est-à-dire que des gens qui travaillent à temps plein dans le même établissement tout le temps, soit plus un employé d'établissement où ils se présentent tous les matins, mais soit un employé d'agence, il y a quelque chose, une sorte d'hypocrisie bizarre là-dedans. Parce que là, cette personne-là, la grosse différence, c'est qu'elle peut prendre les vacances qu'elle veut. Si elle décide de partir en vacances, elle prend un sans solde. Elle avertit même pas l'établissement.
Elle avertit l'agence. Son vrai employeur, c'est son agence. Elle dit à son agence, moi, tout le mois de janvier, je suis en Floride. Et tout ça crée des frustrations parce que les autres employés, eux, peuvent pas prendre ces vacances-là. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. L'homme de 81 ans qui est soupçonné d'avoir étranglé sa femme à mort la fin de semaine dernière dans une résidence personnes âgées de Terrebonne a formellement été accusé de meurtre prémédité, donc de meurtre premier degré, là, le chef d'accusation le plus grave du code criminel. Finalement, aujourd'hui, Gilles Brassard donc aurait tenté de mettre fin à ses jours aussi après le meurtre, aurait avalé donc des médicaments. Il est toujours lui-même hospitalisé à l'hôpital Pierre-Legardeur. Mais on comprend qu'il a repris conscience parce qu'il y a quelques jours, on nous disait qu'il était inconscient. Oui, son état de santé s'est assez amélioré même pour qu'il puisse comparaître en visioconférence, là, ce qui fait en sorte qu'on a pu émettre l'accusation contre lui. C'est sa femme, donc, dont on connaît le nom maintenant, Thérèse Brassard-Lévesque, 79 ans, qui a été étranglée. Là, on a retrouvé une corde même autour de son cou, encore au moment où on a trouvé les deux corps inanimés dans la chambre. Donc, ce sera un procès, évidemment, qui va être suivi. Là, tout le monde se demande un peu toujours quels sont les motifs qui peuvent être invoqués là, derrière un assassinat comme celui-là. Reste à voir là, qu'est-ce qui a poussé cet homme-là à faire ça. Économie. Le ministre des Finances, Éric Girard, a dit que ce serait le 7 novembre prochain que le gouvernement Legault va présenter sa mise à jour budgétaire, une mise à jour économique qui est souvent attendue, particulièrement dans un contexte où l'économie est difficile, un peu comme en ce moment. Je pense que cette année, c'est attendu comme jamais. Oui, attendu comme jamais. Puis d'ailleurs, on a déjà indiqué du côté de M. Girard quelles allaient être les priorités là, centrales dans la mise à jour économique. Puis c'est vraiment les sujets du temps, Mario, on peut dire ça comme ça. Question de logement, question d'itinérance, question d'adaptation au changement climatique également. Semble-t-il qu'il y a eu, là, en question de logement, un entretien avec la ministre fédérale des Finances, là, Chrystia Freeland et M. Girard. On demande, entre autres, là, de signer l'entente entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec pour qu'on ait, justement, un élargissement du logement. Quand on dit l'entente, c'est 900 millions. Ça, c'est de l'argent fédéral qui est sur la table pour du logement, mais qui dort sur la table pour l'instant, parce que comme on n'a pas d'entente avec le gouvernement du Québec, mais c'est parce que le fédéral met ses conditions, là. Oui. Les conditions que les villes changent certains règlements. Puis là, dans le cas du Québec, ben le fédéral, ici, n'a pas le droit. Ici, c'est le ministère des Affaires municipales du Québec qui gère la relation avec les villes. Alors, comment ils vont contourner ça? Comment ils vont s'entendre? Est-ce que le fédéral, il va être prêt à verser l'argent et à dire, bon, ben mes conditions, je les garde pour les 9 autres provinces, mais j'applique pas mes conditions au Québec? François Legault a dit, coûte que coûte, il veut une entente vendredi prochain. Il se donne comme une semaine de plus pour qu'on ait une entente. Oui, c'est un délai qui est assez court, mais qui peut quand même se faire là, jusque-là. Puis il faudra voir après ça, le 7 novembre, on peut quand même s'attendre à ce que, après la sortie là, très forte de la mairesse de Gatineau, entre autres, là, sur l'itinérance, puis des maires en général, là, le sommet sur l'itinérance, ça avait fait beaucoup de bruit. On était sorti très fort du côté de la municipalité. Puis on a calmé, le gouvernement a calmé la grogne un peu en disant, calmez-vous, attendez, là, et la mise à jour économique s'en vient. Puis vous allez avoir quelque chose là-dedans. Oui, donc on peut s'attendre quand même à ce que les maires aient les yeux rivés, les yeux et les oreilles rivés sur cette mise à jour économique le 7 novembre prochain. Le Monde. Un jeune homme de 21 ans a été condamné aujourd'hui à Londres, en Angleterre, à 9 ans de détention pour avoir reconnu avoir voulu tuer la reine Élisabeth II, alors qu'elle était toujours vivante là, en Noël 2021. Histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais qui ressurgit aujourd'hui avec tous les détails incongrus qu'on lui connaît. Là. À ce moment-là, c'est la pandémie de COVID-19, le 25 décembre 2021. Et donc, la reine, qui a 95 ans à l'époque, se retrouve au château de Windsor, où elle passe là, les fêtes avec d'autres membres de la famille royale, entre autres, qui sont sur place. Et là, le jeune homme, Jaswant Singh Child, lui se retrouve là, à l'âge de 21 ans, dans la cour, si on veut, là, du château de Windsor, essaie de rentrer, essaie de pénétrer sur place. Et là, des policiers l'interpellent, l'arrêtent, bien évidemment. Et il a avec lui une arbalète. Et il déclare là, directement aux policiers qu'il est là pour tuer la reine. Et donc, on l'a interné en soins psychiatriques là, à ce moment-là. On a découvert, bien évidemment, qu'il souffre de troubles psychiatriques. Il y avait un masque métallique même sur la tête, une arbalète chargée, alors qu'il est approché quand même près là, des appartements de la souveraine. Ouais, et là, ben, on a fini par l'accuser avec
un acte rarissime du code criminel du Royaume-Uni. C'est le Treason Act. Et donc, ce dont quoi il a été déclaré coupable, je te lis quand même l'accusation parce que c'est quelque chose, délibérément produit ou détenu une arbalète chargée avec l'intention de l'utiliser pour blesser la personne de Sa Majesté la Reine Élisabeth II ou pour nuire à Sa Majesté. Donc, c'est ce dont quoi on l'a reconnu coupable. Il va devoir passer les 9 prochaines années entre un centre de détention et un centre de troubles psychologiques, Mario. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.